Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan sur l'Inde parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez pu voir l'ensemble de nos vidéos où on se baladait directement dans les villes. Et là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de budget, on va parler de nourriture, du trajet qu'on a fait et de plein d'autres choses qui sont extrêmement importantes si vous avez envie de voyager en Inde. Alors, notre voyage, il a duré 27 jours et on est parti du 4 janvier 2023 au 2 février 2023. Donc, quasiment un mois. Et l'objectif de notre voyage, c'était de faire le tour du Rajasthan, parce que l'Inde, c'est extrêmement grand, donc il fallait choisir une part de l'Inde qu'on avait envie de visiter. Et donc la partie Rajasthan est une partie qui est beaucoup plus désertique. On est arrivé directement en avion à Delhi, qui est la capitale en fait de l'Inde, et on venait directement de France, donc on a eu vraiment un dépaysement qui était assez fort. On est arrivé à 3 heures du matin, ce qui était assez dur pour nous à cause de certains décalages au niveau des avions. Mais bon, on a dû faire avec. La première catégorie dont on avait envie de vous parler, c'était la partie budget, parce que c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Alors bien sûr, vous pouvez partir en mode backpacker, mais vous pouvez partir également avec un minimum de confort. Et c'est vrai que nous, on est plutôt sur cette deuxième catégorie-là. La première fois qu'on est sorti dans Delhi tout seul, on a pris un petit peu peur à cause de la sécurité, à cause des gens qui étaient relativement insistants. On était en plein milieu du Main Bazaar, qui est l'endroit, on va dire, le plus bruyant de Delhi. Et donc, on a préféré prendre un chauffeur privé, ce qui a vraiment augmenté notre budget. Mais bien sûr, vous pouvez faire avec un budget beaucoup plus serré si vous le souhaitez. À la base, on avait prévu de faire nos déplacements directement en train et de prendre des tuk-tuks sur place, ce qui coûte moins cher. Mais voilà, nous on a préféré prendre un chauffeur privé parce que c'était beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus sécurisant en tout cas d'un point de vue a priori personnel. Alors justement, le budget pour le chauffeur privé, il est de 4 000 € pour deux personnes, donc 2 000 € à chaque fois. Et c'est quand même assez conséquent, mais on est quand même resté un mois avec lui. Dans ces 4 000 €, bien sûr, les hôtels sont compris. Nous, les hôtels, il y en avait à peu près pour 900 €, approximativement 30 € par nuit. Dans les grandes villes, 30 € par nuit, vous n'avez pas des hôtels qui sont très très bien. Par exemple, si on prend Delhi, la plupart des hôtels sont juste passables. Par contre, dans les petites villes, vous avez des hôtels qui sont vraiment super sympas, et on en reparlera un petit peu plus en détail après. Bien sûr, dans ce package qui a été fourni par l'agence avec laquelle on est passé par une agence gouvernementale, il y avait également le logement, le repas du chauffeur, parce que sinon c'est des frais que vous devez sortir également en plus pour lui. Il y avait l'essence, le péage et les parkings et tout ce qui est entretien de la voiture de manière plus globale. Donc on avait une voiture qui était quand même relativement bien, relativement confortable. Et également était compris dans le package une balade à dos de dromadaire au niveau de Jaisalmer dans le désert, une nuit à la Belle Étoile directement dans le désert, ça faisait partie, on va dire, des différents packages et des différents logements qu'on avait le droit, et également un safari à rente en bord, et donc pour toute une valeur à peu près de 150 € ce différent package en plus qui était donné. On a dû également sortir un petit peu de cash de notre poche en plus, approximativement 1 000 € pour deux personnes. Alors quand je vous donne les montants, c'est toujours pour deux personnes. Et on va dire que les repas, on se faisait quand même relativement plaisir. Au début, on mangeait un petit peu plus qu'à la fin, parce qu'au début, il y avait un peu l'attrait de la nouveauté. Et après, on apprenait pas à se restreindre, mais à manger de manière un peu plus équilibrée. Et donc, les repas, ça coûtait environ 11 à 17 € par repas, sachant que nous, le petit déjeuner était compris dans l'hôtel. Donc, on n'avait pas à le payer en plus. Et après, on avait deux repas dans la journée, donc le midi et le soir. Et on n'a pas sauté de repas globalement. Ensuite, il y avait également les guides locaux à payer lorsque vous allez dans une ville, lorsque vous allez visiter un monument. Des fois, vous avez besoin d'un guide parce que c'est beaucoup plus sympa pour comprendre l'histoire et pour appréhender beaucoup plus de choses. Et donc là, ça variait de 5 à 11 euros. Après, vous pouvez convertir en roupies. 88 roupies, ça fait 1 euro. Donc je vous laisserai faire à peu près les calculs. On a également pris deux safaris en jeep de manière complémentaire. Une première pour voir un village local avec des personnes qui utilisaient de l'opium. Et le deuxième pour voir des animaux avec des léopards. Donc ça c'était vraiment génial. Mais ça nous a coûté du coup 40 € en plus à sortir pour nous deux. À chaque fois c'était pour une jeep on payait quel que soit le nombre de personnes. Donc si jamais vous êtes 4, et ben vous diviserez par 4 ce montant-là. Ensuite, il y a tous les sites historiques, parce qu'il y a énormément de temples à visiter, énormément de lieux, et la plupart sont payants. Il y a très peu de choses finalement qui sont gratuites en Inde sur ces aspects-là. Alors, ce n'est pas des montants qui sont astronomiques, c'est généralement de 3 à 8 € par temple que vous allez visiter, mais ça peut se cumuler quand même assez rapidement. Exception faite du Taj Mahal, où là c'est 34 € pour deux personnes, et il faut absolument réserver en avance et bien sûr prendre les tickets sur internet. On n'a pas forcément eu trop de chance nous ce jour-là parce qu'il y avait de la pluie, mais les autres jours c'était vraiment un temps qui était magnifique. On a également donné des pourboires à chaque fois à l'ensemble des personnes qu'on a croisées. Globalement, c'est à peu près 10% de la note de ce qu'on payait. Donc si par exemple au restaurant on avait pour 1000 roupies, on donnait à peu près 100 roupies de pourboire, ce qui fait approximativement 1 euro. Maintenant, on va prendre une pratique qui est très importante, qui est la partie nourriture, parce que c'est un point essentiel en Inde. Alors, dans un premier temps, je parlais de la nourriture végétarienne parce que faut savoir que en Inde, c'est un sujet
vraiment important pour ce qui est de la religion. En fait, c'est leur façon de voir les choses. Ils sont pour la plupart végétariens. Donc on a eu le plaisir de goûter de nombreux plats. Donc moi j'ai adoré le palak paner, c'est un plat avec des épinards et du fromage de chèvre frais. Euh, on a goûté aussi le malé kofta. Le malé kofta, c'est une sorte de quenelle végétarienne aussi, vraiment un peu comme ce qu'on a nous les Lyonnais, mais euh, avec des légumes, voilà, un petit peu. Et puis avec une sauce un peu grasse, donc c'est succulent. On a aussi testé différents naans, parce qu'il y avait des naans au beurre, des naans à l'ail, des naans aussi nature, croustillants. Donc voilà, on Donc s'est ça, c'est bien fait différentes sortes plaisir. de pains, hein. Les naans, c'est des Voilà, pains qui sont différents. exactement. C'est des sortes des crêpes, en fait. Crêpes, on pourrait dire, croustillantes. On a aussi testé les dalles. Moi, j'adorais le dal makhani. En fait, c'est des plats à base de lentilles avec plusieurs légumes. Donc, il y a plusieurs variantes. Donc, n'hésitez pas à tester si vous êtes là-bas. Donc, je vous recommande fortement. Ensuite, pour ce qui est des fruits, on a goûté le fruit de Goa, un peu particulier. C'était assez amer, on dirait entre la poire et la pomme, farineux, un cœur tendre, sucré et entouré de pépins. Mick n'a pas spécialement Non, moi, aimé. c'était pas trop mon truc. Moi, j'ai bien aimé le milieu, qui est vraiment sucré, l'autre partie trop amère. Vraiment, vaut mieux éplucher un maximum et puis manger ce qu'il y a mieux, si vous voulez goûter. Ensuite, on a goûté les chikus. Les chikus qui se rapprochent de la figue. C'est des fruits qui sont ronds. On verra pour mettre une photo, ce sera plus Exactement. explicite. Et c'est très sucré. C'est excellent. Ouais, ça se rapproche de la figue en termes de goût. Voilà. Ensuite, on a goûté comme dessert les jalabis. Les jalabis qui sont en forme de rond. C'est circulaire, jaune et très très sucré. Malheureusement, on n'a pas pu goûter ceux qui sont chauds. Par contre, on les a mangés froids et c'est super bon. C'est croustillant, voilà, très très sucré. Par contre, voilà. Ensuite, ce qu'on a apprécié concernant la nourriture, c'est aussi qu'on a eu la chance de cuisiner avec les locaux, parce que notre chauffeur privé connaissait pas mal de monde, et puis il nous a arrangé euh, deux, trois moments avec les cuisiniers, que ce soit dans les hôtels, parce qu'il y avait des restaurants aussi là-bas, aussi chez des habitants, chez sa famille aussi. J'ai pu cuisiner avec sa femme, un dalle, donc c'était excellent. On a cuisiné aussi du mouton, super bon, vraiment tendre, Très bon à chaque fois, effectivement. très, très intéressant aussi de partager ça avec les habitants. Moment vraiment unique. Une diversité de la nourriture qui est omniprésente en permanence. Vraiment, vous avez des choix, vous avez des très grandes cartes avec plein de choix différents, que ce soit végétarien ou que ce soit non végétarien, parce qu'eux, ils ont vraiment des pastilles de couleurs, hein. On a la pastille verte pour les végétariens, la pastille rouge pour les non végétariens, et après, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Bien sûr, il faut faire attention à certains plats qui ne sont pas tout le temps frais. En fait, autant il y a des plats comme le palek paner avec de l'épinard, ils sont obligés de le préparer sur place et donc ils n'ont pas le choix. Mm. Autant des fois le malek kofta, ils peuvent le préparer quelques jours à l'avance et donc c'est pas totalement frais et Ça peut aller jusqu'à 5 jours ça peut aller jusqu'à d'avance. 5 jours et du coup ça C'est peut abusé. causer des troubles au niveau de l'estomac donc Ouais. c'est pas forcément simple. C'est pas super. Après, il y a les thalis aussi à tester. C'est de nombreux plats qu'on peut retrouver vraiment en plus gros, juste pour manger nous-mêmes. Mais là, les thalis, c'est vraiment un ensemble de petits plats avec à chaque fois du plus doux au plus fort, du plus fort au plus sucré. Et vous avez aussi une sauce à base de fromage blanc pour vraiment calmer un peu. Parce que c'est vrai que c'est épicé. Faut bien l'indiquer si vous voulez quelque chose de pas épicé. Mais malheureusement, même quand vous dites euh, pas, no spicy ou vraiment peu épicé, vous pouvez vraiment tomber sur des choses très épicées quand même.
Ouais, c'est beaucoup trop fort. Et si on fait un petit retour du KFC d'une précédente vidéo, il nous a vraiment brûlé l'estomac. Et pourtant, on avait vraiment fait attention de ne prendre aucun élément spicy dans le menu. Mm. Mais bon, c'est comme ça. La moindre sauce, automatiquement, il y a du piment dedans. Et Mm. voilà, ça fait partie du jeu. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça devient un petit peu dur des fois de manger Mm. certains plats. Parce que l'estomac, il en peut plus. En fait, à force d'avoir du piment en permanence dedans, c'est compliqué. Mm. Et ça met des douleurs à l'estomac et des troubles à l'estomac qui sont pas simples, ouais. Mm. Au niveau, tu veux peut-être parler du prix au niveau des repas? Globalement, les prix étaient plutôt bons, pas trop chers. C'est vrai que le palak paneer, c'est vraiment pas cher. Tout ce qui est plat rempli de, de végétaux, de légumes, très peu cher. Et n'hésitez pas aussi à aller dans des endroits. Après, oui, c'est vrai qu'il faut connaître, mais c'est vrai qu'on est tombé dans des restaurants où c'était des restaurants qui étaient familiales et c'était vraiment excellent, quoi. Et puis vraiment, vraiment pas cher. Des fois, on se regardait, on dit ah, c'est vraiment pas cher du tout. Ça comptait peut-être 2-3 euros, enfin vraiment pour deux, quoi. Voilà. C'est ça, c'est qu'il y a une grosse différence en fait au niveau du prix entre les restaurants qui sont locaux et les restaurants touristiques. Et du coup, il faut vraiment faire attention à pas se faire trop avoir. Alors effectivement, c'est quand même plus sécurisant pour vous d'aller manger dans des restaurants qui sont touristiques parce qu'ils font plus attention aux contraintes, on va dire, de sécurité d'un point de vue sanitaire. Mais des fois, les locaux sont quand même plutôt pas mal et vous payez vraiment juste très peu. Je pense que la première étape après la nourriture, c'est surtout le logement parce que c'était un point qui était extrêmement important. Est-ce que tu peux Mm. nous en parler un petit peu plus en détail? Mm. Alors, pour ce qui est des logements, c'était quelque chose parce que on a perdu beaucoup de temps en fait à trouver des logements où nos conditions étaient respectées, c'est-à-dire un lit propre, des draps secs, de l'eau chaude et une connexion Wi-Fi. La connexion des Wi-Fi, c'était beaucoup plus compliqué à avoir parce qu'il faut savoir qu'ici, enfin, qu'en Inde, vous avez des rebonds de connexion. Donc, des fois, vous pouvez avoir, je sais pas, 40 mégas, puis d'un coup, vous tombez à 2 mégas par seconde. Enfin, c'est... Voilà, faut s'y faire, faut s'adapter surtout. Euh, Pourquoi je vous parle des draps secs? Parce que comme vous allez, en fait, vous le voyez tout de suite en fait. Si vous touchez le drap, si vous voyez, enfin, si vous sentez que c'est froid, euh, c'est que les draps sont humides, quoi. Vraiment, ne prenez pas ce genre de risque de dormir dans des draps humides, parce qu'il n'y a rien de pire pour passer une mauvaise nuit. Voilà pour ce qui est de la chambre. Ensuite, il faut savoir que les chambres sont de temps en temps, même souvent, insonorisées. Donc, si vous avez, Malin sonorisé. oui, qui sont mal insonorisées. Le bruit, ben voilà, il faut s'y faire. Donc, prenez bien vos boules caisses. C'est vraiment nécessaire. Les fenêtres aussi, il faut savoir que les rideaux sont pas très opaques, donc n'hésitez pas aussi à prendre euh, pour couvrir vos yeux, voilà. Euh, Je pense que le plus important quand on arrive en fait dans un hôtel, c'est d'abord d'aller vérifier la chambre. Chose qu'on faisait en France il y a quelques années. Mais là aujourd'hui, on peut se permettre d'aller vérifier la chambre avant de faire la réservation. Et c'est extrêmement important parce que vous avez peut-être changé 2, 3 fois de chambre avant d'en trouver une qui est de meilleure qualité. Parce que des fois dans le même hôtel, il peut y avoir un bel écart. Et après, sinon vous êtes obligé de changer d'hôtel pour arriver à trouver un peu les critères qui vous correspondent. Donc effectivement, on a besoin d'une connexion Wi-Fi qui était assez performante parce qu'on travaille en permanence sur la connexion Wi-Fi. Donc c'est extrêmement important d'avoir quelque chose de solide et de régulier. Mais bon, ça clairement, ça fait pas partie de tous les éléments. je voulais rajouter quelque chose. N'hésitez pas à checker la chambre avant de donner vos passeports. Parce que des fois, il suffit que voilà, qu'ils vous montrent une, deux chambres, trois chambres qui vous conviennent pas. Ne restez pas là, changez d'hôtel. Enfin, perdez pas de temps. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Ouais, et puis ils le comprennent bien, ils ont l'habitude, hein. Ouais. C'est pas quelque chose de uniquement européen. Il y a beaucoup plus de touristes indiens qui viennent que de touristes européens. Et par exemple, dans certaines chambres, on a eu des trous au-dessus des portes. Mais quand je parle d'un trou, c'est un trou qui fait à peu près ce total là au-dessus de la porte, hein.
Et du coup, alors vous avez l'air extérieur déjà qui est beaucoup plus frais. Donc nous, comme je dis, on est parti en janvier, donc ça refroidit quand même grandement la chambre. Et surtout, toutes les personnes qui passent en couloir, vous les entendez. Donc ce qui est assez horrible, parce que les Indiens sont relativement bruyants, il faut être honnête. Et donc, si vous voulez arriver à bien dormir, des fois, ne serait-ce que de changer de chambre pour être sûr qu'il n'y ait pas un trou au-dessus de votre porte, c'est quand même assez cool. Et moi, il y a un point qui était un petit peu dérangeant sur certaines choses, parce que des fois, vous appelez une des personnes de l'hôtel, vous lui posez une question pour lui demander, par exemple, d'apporter du papier toilette. Chose traditionnelle et basique. On vous répond oui, oui. 2 heures après, vous attendez toujours votre papier toilette. Donc en fait, il faut que vous y alliez, que vous vous assurez qu'ils aient bien compris, qu'ils vous donnent la chose en main propre, ou que vous parliez au manager. Souvent, le plus simple, c'est de parler au manager qui comprend correctement l'anglais et qui est capable de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin et de ne pas passer par le room service qui, lui, parle très peu l'anglais en général. Il va vous dire oui, oui, pour pas vous décevoir, mais globalement, il faut vraiment faire attention à ça. Après, je pense qu'il y a des logements qui étaient assez sympas. Oui, les Avélis. Ouais. Surtout à Mandawa. Vous pouvez dormir dans une Avélie. Une Avélie, c'est un bâtiment qui était utilisé pour les habitants de l'époque, je dirais. Les caravaniers. Les caravaniers, oui. Et qui est vraiment très bien décoré, avec des fresques de partout. Si vous regardez notre vidéo sur Mandawa, c'est l'une des premières qu'on a fait et vous verrez, c'est magnifique. Donc, en plus, c'est vrai que le fait de dormir dans une de ces habitations, c'est une expérience. Voilà. Il faisait un peu froid, mais bon, en même temps, c'était pas forcément. Ils ont vraiment des jolis bâtiments. Autant il y a du bâtiment qui est récent et qui va être un peu plus standard, on va dire, européen. Autant des fois, ils ont des anciens bâtiments qui sont beaucoup plus historiques. Alors oui, il n'y a pas forcément tout le confort que vous attendez, mais à côté de ça, c'est vraiment magnifique et ça vaut le coup d'aller dormir 1 ou 2 nuits. Peut-être pas d'y rester longtemps, mais 1 ou 2 nuits, c'est souvent super agréable. Il y a un point également dont on voulait parler sur la partie Inde, parce qu'on a eu beaucoup de transports, beaucoup de déplacements quand même entre les différentes villes. C'est des distances qui sont pas très grandes, on va dire, sur le papier, mais qui sont assez longues en fait à réaliser, parce que les routes, globalement, elles sont quand même en bon état, elles sont quand même bétonnées entre les grandes îles, donc c'est pas trop chaotique lorsque vous vous déplacez. Mais par contre, la grande problématique, c'est qu'en fait, les routes sont limitées à 80 km/h à cause de toutes les consignes de sécurité qui ne sont pas respectées. Globalement, notre chauffeur, il mettait la ceinture quand il voyait la police, il téléphonait pas au volant quand il voyait la police, sinon le reste du temps, c'était pas important, les ceintures à l'arrière sont pas obligatoires. Si jamais vous avez des ceintures dans votre voiture, la plupart n'en ont pas. Quand on voit comment roulent les tuk-tuk, quand on voit comment roulent les motos et autres, c'est obligé qu'il y ait des accidents. La circulation, elle est clairement chaotique, hein. En fait, sur une même voie, vous pouvez avoir des vaches, des piétons, des motos, des tuk-tuk, des voitures. Il y a l'alcool aussi qui est un des gros camions, problème. exactement. Les personnes boivent régulièrement, ils fument au volant. Donc voilà, toutes les contraintes de sécurité ne sont pas respectées. Et du coup, ce qui fait qu'effectivement, ils sont obligés de rouler doucement parce que sinon, à chaque fois que ça tape, c'est tout de suite dramatique. Et là, régulièrement, il y a quand même des accidents qui sont quand même importants. Dans les grandes villes, il y a un trafic qui est omniprésent en fait. Il y a des bouchons très 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 régulièrement. Dans les villes où il y a le métro, ça va un petit peu mieux. Ils commencent à le déployer dans de plus en plus de grandes villes. Mais parce qu'il y a une circulation, il y a un monde qui est juste impressionnant en fait. Il faut vraiment comprendre ça. C'est qu'on a énormément de monde qui a besoin de se déplacer avec des véhicules qui ne sont pas forcément de bonne qualité, avec certaines routes des fois qui sont, on va dire, de moins bonne qualité qu'on peut avoir chez nous. Mais on voit qu'ils travaillent énormément sur cet aspect-là et que c'est en train de se développer au fur et à mesure. Les péages, il y a des bornes de péage avec des badges pour passer de façon automatique, mais une fois sur deux ça marche pas. On voit le douanier qui vient pour vérifier les différents éléments. Mais bon, globalement, voilà, c'est quand même un petit peu particulier des déplacements. On n'a pas eu la chance de pouvoir tester le train, même si on en avait réservé à l'avance, qu'on a dû annuler parce qu'on a pris un chauffeur privé. Donc je sais pas trop comment ça se passe dans ces conditions-là, mais en tout cas pour tout ce qui est voiture et autres, c'est assez particulier. Dans les villes, c'est même assez agréable de se déplacer en tuk-tuk parce que du coup c'est un petit peu aéré. Mais bon, on se prend la pollution, la poussière et autres dans le visage. Donc c'est pas forcément non plus hyper bien. C'est pas hyper agréable. Mais au moins ça permet de se déplacer plus facilement. Parce qu'il y a plein d'endroits en fait où vous pouvez pas passer en voiture parce que les voitures sont trop grosses, parce qu'il y a trop de monde et que c'est beaucoup trop compliqué. Sur les motos, ils ont vraiment tout comme type de moto. Pas de moto extrêmement puissante, c'est des 150, des 250 grand max. Et ils ont des casques, on va dire à peu près tous pour le conducteur, à peu près tous. Mais les passagers, il n'y en a quasiment aucun qui a un casque. Et des fois, ils sont 5 sur la moto, en fait. Et c'est normal. Les amortisseurs, ils sont complètement écrasés, mais pour eux, c'est tout à fait normal.
Donc voilà, On c'est en a tous les... même vu un avec une chèvre. Ouais, on en a vu un qui a mis une chèvre sur la moto avec lui. Donc voilà, c'est pour vous dire, ils ont besoin de déplacer les choses. Surchargé comme pas possible aussi pour transporter de la marchandise. C'était Exactement, les camions, vous avez des charges qui font 4 incroyable. fois le volume du camion. Et pour eux, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est du foin, ce genre de choses, donc c'est pas extrêmement lourd. Mm. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Et ça klaxonne pour se laisser passer. Et ça double gauche-droite. Ça fait demi-tour sur des voies à sens unique, hein. Vous voyez, les voitures sur des espèces de demi-périph', elles font demi-tour sur le périph'. Et donc vous vous retrouvez avec des voitures qui sont à contresens. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Mais parce qu'il y a un petit peu de bouchon, donc les gens font demi-tour. Parce qu'il y a une C'est sortie pas loin et du coup Voilà, ils prennent reprennent le le risque, chemin c'est pas dans le grave. sens inverse et c'est pas grave, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, la population, on a eu la chance de pouvoir échanger avec beaucoup d'habitants et je pense que l'eau, tu peux nous en parler parce que tu as eu Mm. des moments d'émotion importants avec eux. Mm. Oui, en fait, plusieurs fois, quand on croise le regard des enfants ou même des femmes, enfin d'autres femmes, euh, c'est vrai on a une différence déjà physique. Déjà, moi, je suis bien plus grande qu'elles, du coup, ça doit les impressionner. Mais en plus de ça, elles sont pas habillées de la même manière, du coup, ça fait une sorte de choc de culture. Mais d'un côté, elles sont très curieuses, et d'un autre côté, elles se disent, mais ah, c'est comment d'être comme ça? Du coup, on se sourit, mais vraiment gentiment, hein, c'est vraiment. Mais voilà, c'est assez sympa. Dès qu'on croise aussi des locaux qui sont sur la route, ils nous voient, ils nous font coucou. Ils sont quand même très ouverts d'esprit. Ils sont pas à nous regarder d'une manière qu'est-ce que tu fais là en fait? Non, non, c'est tiens, il y a des nouveaux. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Voilà. Puis en plus, on était dans une période où c'était leurs vacances. Donc, on a croisé beaucoup de familles. Euh, ça donnait un moment particulier en plus. Je pense qu'il y en a plein qui ne croisent pas de touristes en fait durant cette période-là. Et c'est normal parce que c'est en dehors des vacances scolaires pour la France. Donc voilà, c'était quelque chose. Euh, Ensuite, pour en revenir à notre arrivée à New Delhi, c'est vrai qu'on a eu des insécurités parce que à New Delhi c'est différent en fait. Le regard que peuvent avoir les gens peut être insistant, mais vraiment mode pickpocket. Parce que il faut savoir que New Delhi, il y a beaucoup plus de pauvreté et ça se ressent beaucoup plus. Donc on était toujours en train de vérifier s'il n'y avait pas une personne derrière nous. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est un peu mis de côté. Et heureusement qu'il y a eu une personne qui nous a vu un peu dans le mal et qui a discuté avec nous et qui nous a dit, mais gentiment, vraiment, d'une manière vraiment très bien, qui nous a dirigés vers la zone gouvernementale pour nous mettre déjà en sécurité. Et on a vu, hein, il y avait beaucoup moins de monde. Et que voilà, on se sentait vraiment plus en sécurité. Et puis rien que le fait qu'il soit venu, il regardait pas autour de lui. Il avançait tout droit et c'est nous qui le suivions. Donc vraiment, quand les gens voient qu'on suit une personne euh, qui habite l'endroit, ils cherchent pas à se poser quelque soit comme question, ils te laissent tranquille. Voilà. Donc vraiment, on a apprécié l'arrivée de ce professeur de japonais avec qui on a discuté. Donc on le remercie, même si je pense qu'il ne verra pas forcément notre vidéo, mais voilà, on le remercie. Euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui sont venues pour nous vendre des choses, vous en aurez tout le temps, j'ai envie de dire. Dès que les marchands voient que voilà, on a une tête de touriste, bien sûr on est blanc, donc on est différent quand même. Ils nous voient tout de suite, donc ça, bon bah il faut faire avec, hein. N'hésitez pas à insister sur le fait que vous ne voulez pas, donc un no, des fois ça suffit pas. Moi j'ai remarqué que nay, en fait, ça veut dire non en En hindi. hindi. Euh, D'un ton sec, ça marche mieux. Donc n'hésitez pas à expérimenter, vous verrez bien. Voilà pour ce qui est
des On a échanges. des personnes qui étaient quand même extrêmement accueillantes. À chaque fois qu'on allait chez des locaux, ils nous offraient le thé, ils échangeaient avec nous quand ils parlaient un petit peu l'anglais. On nous a proposé des gâteaux plein de fois. C'était vraiment très agréable en fait d'avoir quand même cette relation. C'est qu'il y a le pire et le meilleur de l'humanité en fait dans ce pays. Vous avez des gens qui sont extrêmement accueillants, extrêmement gentils, extrêmement serviables. À côté de ça, vous avez des personnes qui voudront pas forcément du bien et qui vont être des fois très insistantes en fait pour aller prendre des photos avec vous. Les photos. Euh, donc il y a deux ou trois fois où en fait on est obligé de leur répéter, de leur dire non non c'est bon, là on est en train de faire autre chose, on a envie de se balader, on n'a pas envie de prendre des photos parce que quand vous êtes dans des lieux où vous avez 300 personnes, vous savez pas prendre 50 photos avec toutes les personnes, c'est pas non plus vous êtes pas un objet de marchandise, Ouais. vous êtes pas là un pot de fleurs. Si vous le sentez, faites les photos avec eux, il n'y a pas de souci. Nous, on privilégiait surtout soit les enfants, les petits-enfants ou les familles, parce qu'une fois qu'ils ont leurs photos, voilà, ils sont heureux, voilà. Après, quand on voit une classe, je sais pas, de CP ou voilà, de jeunes enfants qui viennent vers vous et qui veulent tous une photo, prenez-en une ou deux si vous voulez, mais vous avez passé sinon votre après-midi avec eux. Voilà. Ouais, c'est un petit peu le piège. Après, il y a beaucoup d'activités quand même à faire en Inde. Par exemple, l'activité principale, c'est quand même la visite de temples. Il y a beaucoup de temples parce que c'est un pays qui est quand même très religieux, avec plusieurs religions. Il y a quand même la religion hindoue qui est omniprésente, mais on a quand même les temples sikhs également qui sont très très beaux parce que c'est du marbre blanc avec des coupoles en or. Et ce sont des personnes souvent qui vont énormément œuvrer pour les communautés qui sont pauvres en offrant par exemple des repas, en offrant de la médecine gratuite et qui sont très, très ouverts d'esprit. Alors bien sûr, il faut enlever ses chaussures, il faut enlever ses chaussettes, tout ce qui va avec, mais ces gens qui sont en général très sympathiques, on a eu la chance de pouvoir rencontrer euh, ce qu'ils appellent les gourous, c'est les espèces de prêtres qui vont gérer ces temples, qui étaient également très sympathiques et qui on a pu échanger, avec qui on a pu avoir tout un tas de discours différents. Et on avait après la partie qui était plutôt hindoue, avec les temples du soleil, avec les différents dieux, ils ont une quantité de dieux juste astronomique, même eux ils savent pas combien ils en ont exactement, tellement ils en ont. Donc on voit qu'il y en a quand même énormément. Et par contre, ils ont des histoires qui sont vraiment passionnantes en fait sur les dieux. Et si on prend ne serait-ce que l'histoire de Ganesh, pourquoi Ganesh a une tête d'éléphant, c'est quelque chose qui nous a marqué parce que c'est une histoire qu'on nous a racontée comme ça. Et je trouvais ça très intéressant. C'est qu'en fait, Ganesh est le fils de Shiva, qui est un des trois dieux principaux. Et sa femme Svetri, qui est la première femme de Shiva, elle est partie se doucher, elle a enlevé en gros toute la saleté de son corps, ce qui a fait une espèce de pâte à modeler. Hein. Elle a créé Ganesh en format humain. Et le temps qu'elle finisse de se doucher, elle a demandé à Ganesh de rester devant la porte pour surveiller que personne n'entre. Shiva est arrivé à ce moment-là, lui a demandé ce qu'il faisait devant la porte de la douche de sa femme, parce que Shiva, sa femme, elle se douchait, Svetri. Et donc, ils sont embrouillés. Shiva a décapité Ganesh. Et au moment où Svetri est sorti de la douche, elle a vu son nouveau fils qui venait d'arriver être complètement décapité. Et là, elle s'est mise en colère, elle s'est transformée en Kali, qui est en gros le dieu de la destruction, qui est extrêmement craint dans l'hindouisme. Et donc, lui, pour aller s'excuser, il est allé dans la forêt, il a trouvé le premier animal qui passait, pas de chance, c'était un éléphanteau, il lui a coupé la tête et il l'a posé sur Ganesh. Et donc, c'est pour ça que Ganesh a une tête d'éléphant, si on veut raconter un petit peu. Et ils ont plein d'histoires comme ça qui permettent de comprendre, de pouvoir apprendre des différentes choses et de pouvoir faire le lien entre les différentes entités et différents éléments. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant. Après, le monument qui est quand même le plus important d'Inde, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est le Taj Mahal. En tout cas, c'est celui qui nous a le plus marqué. Même si on n'a pas eu de chance, il pleuvait ce jour-là, ça reste quand même un temple qui est magnifique. Ça reste un mausolée qui est magnifique. Il y a à côté une mosquée, il y a également une espèce de ce qu'ils appellent la guest house royale, mais bon, ça reste un monument qui est extrêmement beau. Et le Taj Mahal, c'est du marbre blanc avec des pierres semi-précieuses à l'intérieur qui est translucide. Ça permet de voir, de faire passer la lumière à travers pour arriver à voir les différents éléments. C'est juste vraiment magnifique. Après, il y avait également beaucoup de temples Jain. Et là, par contre, ils sont jolis. Au bout d'un moment, vous en avez un peu marre parce que c'est toujours la même chose globalement. Les temples Jain, il n'y en a pas 150 qui sont différents. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes. Vous êtes obligé d'enlever vos chaussures, vous êtes obligé de ne pas rentrer avec du cuir, pas avec des caméras, pas avec des choses. Donc c'est beaucoup de contraintes pour finalement des temples qui sont juste corrects. Ils sont souvent plus jolis de l'extérieur que de l'intérieur. Et donc voilà, après c'est à savoir, une fois que vous en avez fait deux ou trois, au bout d'un moment vous ne regardez que l'extérieur, c'est beaucoup plus sympa et au moins ça vous évite de perdre tout votre temps à aller à l'intérieur de ces temples-là. Après, il y a Pushkar, hein, qui est quand même une ville de pèlerinage où il y a énormément de temples, où on a pu suivre une cérémonie qui était très sympathique.
Par contre, le problème, c'est que dans ces cérémonies-là, on a tendance un peu à vous forcer la main en tant que touriste pour faire des donations, avec des donations qui sont sur des montants qui sont importants, même pour nous en tant que touristes, parce que pour eux, la religion, c'est vraiment l'élément ultime en fait de la vie. Et donc, ils ont du mal des fois à saisir qu'on n'aille pas faire des donations qui sont de 50 ou 100 euros parce qu'on a vu un temple en fait. Je me rappelle aussi, il insistait aussi sur le fait de... Parce que comme on faisait une cérémonie pour que notre famille aille bien, il insistait sur le fait combien tu donnerais pour que ta famille se sente bien, heureuse. Donc c'est un peu dérangeant dans le comportement en fait. La cérémonie était très bien, mais finir sur ça pour donner quelque chose, c'était moyen. Ouais, c'est voilà, il y a un peu des fois, ils nous force un petit peu la main d'un point de vue marketing, hein, c'est globalement du marketing, il faut pas se leurrer, hein. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire, des fois ça arrive, c'est pas tout le temps, mais des fois ça arrive. Après, par exemple, on était à la Mathura, il y avait les anciens temples de Krishna, qui est une autre déesse ou dieu, parce que c'est pareil, des fois ils sont mâles, des fois ils sont femelles, en fonction des différentes entités, en fonction de comment ils ont appréhendé la chose. Les anciens temples n'étaient pas très jolis, par contre, les nouveaux, qui sont pas très connus, sont vraiment magnifiques, avec du marbre blanc italien, alors que les anciens sont extrêmement connus, et finalement sont pas très bien. Donc je sais pas pourquoi, je pense que ça va changer au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qui évoluent comme ça. Mais bon. Et certains prix d'entrée, des fois, sur certains temples, qui sont complètement délirants. Alors, autant c'est acceptable de payer un peu plus cher en tant qu'étranger quand on vient dans le pays, de payer 2 fois le prix d'entrée, 3 fois le prix d'entrée. Ça se comprend parce que c'est pas des montants qui sont importants. Mais il y a eu des temples où on a payé 20 fois le prix de l'entrée, en fait. Donc, faut peut-être pas abuser non plus. On veut bien payer un peu plus cher. Mais voilà, des fois, ils prennent quand même les touristes un peu pour des pigeons. Et donc, c'est ce qui est pas agréable, en fait, sur certains lieux. Mais c'est des sommes des fois qui deviennent importantes en fait, alors qu'on va y rester une demi-heure pour visiter un temple. Donc voilà, c'est pas cool sur certaines choses. Après, il y a également beaucoup de palais parce qu'ils ont eu beaucoup de rois, des maharajas, il y a des belles salles, il y a des beaux habits, il y a des belles armes. Ça, c'est des choses, des objets qui sont magnifiques, des carrosses, des endroits où ils étaient portés. Il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux palais, mais qui sont pas tout le temps bien entretenus. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est moins bien. Souvent, quand c'est du privé, c'est mieux entretenu quand c'est le gouvernement, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens pour le faire. Et des fois, quand c'est des lieux qui sont très très touristiques, et ben finalement, ils arrivent à maintenir l'édifice. Donc ça dépend des villes, ça dépend des lieux, mais globalement, en général, les palais, c'est quand même des très très beaux endroits à visiter. On a vu ça pour les stepwells. Celles qui sont gérées niveau privé, elles étaient propres, nickel. Et puis le public, ben, c'était très sale, de l'eau stagnante. Les stepwells, en fait, c'est vraiment pour les réserves d'eau. Quand ils ont plus d'eau, ben, ils puisent pour l'agriculture, voilà, un peu tout. Dans les différentes activités qu'on a pu faire, on a fait également des safaris. Oui, donc on a fait de très bons safaris, comme le meilleur qu'on ait fait, honnêtement, c'est Suedradakpur. Vous êtes en jeep, il vous emmène de partout, sachant que la jeep, vous avez les 4 roues tractées, donc le guide qu'on avait nous a emmené des fois sur des rochers mais énormes. On se dit mais est-ce que ça va passer, est-ce que ça va passer? Oui, ça passe. Et en plus, on voyait tout autour les collines, parce que c'était un safari pour aller voir les léopards. Donc on a cherché un peu de partout avec lui où ils étaient. On a vu aussi un grand espace où il y avait les crocodiles. Il y en avait, je crois, une centaine de crocodiles. Et magnifique, un endroit magnifique. Et on était que tous les deux dans la Jeep avec le guide. Ouais. Et j'avais pas trouvé ça très très cher, il me semble. C'était approximativement 40 euros, quelque chose dans ce goût-là, pour la Jeep complète. Ouais, voilà. Pour du privé, hein, donc vraiment... Pour à peu près 3 heures de safari, ce qui était quand même plutôt pas mal. Ouais, et en plus, il était limite, si jamais on voyait pas de léopard, le lendemain, il nous ramenait pour aller en voir. Enfin, il commençait déjà à nous expliquer, si vous en voyez pas un, ben on verra demain. Ouais, et puis effectivement, il nous a prêté ses jumelles, parce que c'est très pratique, parce qu'effectivement, sans jumelles, vous voyez pas grand-chose, donc si vous pouvez en amener une paire, c'est quand même mieux. On n'avait pas d'appareil photo, donc on a pu utiliser les jumelles pour faire des photos. Donc c'était cool, puis on a pu voir un léopard, donc... très belle expérience. Ouais, au début, on voyait son ombre, et puis à un moment, on l'a vu. C'est autre chose vraiment de voir des animaux comme ça en pleine nature. Et puis vraiment, le coin était vraiment magnifique. On a fait d'autres safaris, comme le Kaeloledo, celui de Jodhpur, avec les oiseaux. Non, ça c'est celui d'après. Mince.
c'en est un autre. Il y a celui de Jodhpur où effectivement on était que tous les deux et là il y avait moins d'animaux, on a vu quelques gazelles mais surtout on s'est Ouais, baladé alors dans ça, un c'est village, plus une c'était beaucoup balade. plus culturel, c'est Mm, moins un safari. mm. Après effectivement on en a fait un tout à la fin de notre parcours où on a vu des oiseaux magnifiques. Oui. Là c'était avec des espèces de... Bharatpur. C'était à Barrackpur effectivement. Bharatpur. On a fait le parc national à Bharatpur, où vous avez de nombreuses espèces d'oiseaux, mais des oiseaux vraiment pas les tout petits oiseaux, hein, vraiment les gros oiseaux. On a vu aussi des chouettes en pleine nature. On a vu aussi un oiseau qu'on n'avait jamais vu et qui était énorme, c'était le snake Bird, bird. l'oiseau serpent Ouais, parce globalement, qu'en fait, pas il avait différent. un cou qui se tournait un peu. Donc c'était sympa de les observer. On a fait tout ça en tuk-tuk. Ouais, Je alors sais pas comment. c'est plutôt c'est un vélo qui va tracter une espèce de petite charrette derrière dans Voilà. laquelle on est. Puis on a eu la chance aussi d'avoir un guide qui nous a expliqué ce que sont les espèces, où on peut les trouver, pourquoi elles sont là, pourquoi à ce moment-là elles sont là, parce qu'il y a des migrations d'oiseaux, donc on était vraiment là au bon moment. En plus, il faisait super beau, donc on en a profité à max, donc ça a été très beau à faire. Et pour finir, on a fait celui de Ratambor, qui nous a déplu, malheureusement, parce que déjà on avait froid, on attendait depuis un moment que la camionnette nous récupère à notre hôtel. Et finalement, en fait, on n'avait pas vu de tigre, parce qu'on devait aller voir des tigres, et finalement, on n'en a pas vu. Mais en fait, ce qui nous a dérangé le plus à Ratambor, c'est qu'on n'a eu aucune explication sur les animaux qui étaient présents. On a dit, tiens, regarde là, pourquoi ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, on entend quelque chose, il y a peut-être un tigre pas loin. Voilà. Et finalement, il n'y avait rien du tout. Globalement, en fait, il y a trop de monde à Ranthambore. C'est Il y quelque avait chose qui trop est de trop monde. connu. C'est un parc national. Les safaris sont quand même relativement chers, même si c'était compris dans le package de base. Il y Mm. a trop de bruit, trop de monde. Ça fait fuir les animaux, donc c'est beaucoup Ouais, moins agréable. Et on y est retourné en fait en fin de journée avec notre notre chauffeur chauffeur privé. privé, Et là, c'était une autre expérience beaucoup plus agréable. Le qui parc est quand assure. même joli, qui nous explique les choses. On a pu se balader un petit peu à pied pour découvrir d'autres animaux. Il y a pas mal de singes, un temple un peu caché dans la montagne. Donc deux expériences complètement différentes, alors que c'est le même parc, mais deux Mhm. façons de faire. Et je pense que la façon, on va dire, traditionnelle qui est vendue un peu par le gouvernement, elle est trop touristique et du coup ça en Mhm. devient désagréable parce que finalement Mhm. c'est pas notre manière de faire. Tout à fait. Puis en plus, on a vu énormément de singes à ce moment-là. C'était le coucher du soleil. C'était magnifique. Il y avait les deux types de singes. Il y avait ceux qui étaient blancs et ceux qui étaient visage rouge. Donc c'était génial en fait d'en voir autant à ce moment-là. Puis on a vu des pans, on a vu des biches, les Les vaches. antilopes, ce qu'ils appellent les vaches sauvages Ouais, les vaches aussi. sauvages. Ça c'est impressionnant à voir aussi parce que c'est énorme en fait. C'est pas des petites biches, hein, c'est vraiment plus gros. On n'a pas eu l'habitude d'en voir, nous les Français. Donc, à voir absolument. Et après, pour continuer, on a fait également ce qu'ils appellent les camel rides, donc c'est des balades à dos de dromadaire. On en a fait deux pour être plus exact. Une à Jessalmer qui a duré à peu près 2 km, donc qui a été Mm. quand même très courte, mais c'était vraiment dans le plein Très agréable. désert. Très agréable. Un petit repas au coin du feu directement fait dans le sable. Après, une très belle expérience. On a pu voir le coucher de soleil, on a pu échanger avec les locaux. On a dormi à la belle étoile directement sur des espèces de transats. Alors Mm. oui, il fait vraiment froid la nuit dans le désert, Mm. même si on est protégé par une butte de sable. Même avec des couvertures, c'était limite. Donc voilà, pensez à bien vous couvrir. Par contre, c'est une expérience qui était vraiment juste très intéressante, géniale, qu'on a vraiment appréciée. Et après, on a fait une deuxième balade en dromadaire à Pushkar, qui a duré 8 km, donc beaucoup plus longue. Ça fait mal aux cuisses, hein, le dromadaire, parce que c'est pas une position dans Mm. laquelle on a l'habitude d'être. Et Euh, aussi longtemps. et aussi longtemps, c'est surtout ça. Et en fait, à Pushkar, c'est un désert qui est proche de la ville, donc beaucoup moins agréable, j'ai envie de dire. Et surtout, il y a beaucoup d'autres activités en fait dans ce désert-là, comme du quad, comme des courses de chevaux, et beaucoup trop de touristes en fait. Mm. Parce que bon, il y a même des morceaux de verre dans le sable. Voilà, il y a des choses qui sont moins agréables. Donc clairement, si vous devez faire une balade directement en dromadaire, faites-la plutôt à Jaisalmer, qui est vraiment le désert du Thar, qui est proche du Pakistan, où vraiment vous pouvez vraiment en profiter. Après, de manière globale, en fait, sur la plupart des activités, il y a beaucoup de touristes indiens.
c'est quasiment 80% de touristes indiens pour 20% de touristes étrangers, quel que soit l'endroit où vous alliez. Et ça, c'est vraiment c'est dommage, j'ai envie de dire, sur certaines choses, parce qu'en fait, les touristes indiens n'ont pas forcément le même comportement que les touristes étrangers. Il y a des fois un espèce de... On peut pas appeler ça un manque de respect, mais nous, on le perçoit comme cela. Des fois, ils vont vous bousculer, des fois, ils vont vous passer devant. Vous allez à un comptoir, vous êtes en train de faire la queue, il y a 5 personnes qui vous passent devant, comme si de rien n'était. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Et en fonction des origines de touristes, on voit que c'est pas forcément le même comportement. Après, il y a plein d'autres choses en Inde qu'on n'a pas forcément pu catégoriser, et c'est pour ça que j'ai envie de faire une petite rubrique que j'ai appelée autre, parce que je ne sais pas trop où le mettre. Il y a des choses qui nous ont beaucoup fait rigoler. Par exemple, lorsque vous êtes dans la salle de bain, vous avez de quoi prendre une douche de manière traditionnelle, soit avec le robinet du bas, soit avec la douche, on va dire, traditionnelle. Et après, au niveau des WC, vous avez en fait une douchette qui est un petit jet d'eau, clairement, qui est fait pour vous nettoyer à la base. Et au début, c'est quand même assez surprenant parce que c'est de l'eau froide, on n'est pas sur de l'eau chaude, hein, il faut bien se le rappeler. Donc c'est assez surprenant au début. Et du coup, c'est pour ça qu'on demandait souvent du papier toilette pour être, on va dire, de manière traditionnelle comme on a en France. Mais au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que plus les plats sont épicés, plus la douchette est utile parce que ça permet de rafraîchir en fait certaines zones qui sont un peu brûlantes. Donc finalement, à la fin du séjour, on s'était vraiment habitué à cette douchette-là qui finalement reste très pratique quand on commence à maîtriser un peu le sujet. Après, moi j'ai eu quelques problématiques de santé, rien de très grave. On avait quand même des médicaments qui ont permis d'atténuer certaines choses, surtout au niveau de l'estomac, parce que bah, je suis assez fragile sur ce sujet-là. Quand on mange des plats épicés, sur des plats épicés à la fin, bah, ça finit par faire mal. Et du coup, on a dû aller acheter en fait des comprimés dans une pharmacie. Alors la pharmacie, elle fait 2 mètres par 3, hein. Vous arrivez devant, on vous demande ce que vous voulez. On regarde pas votre ordonnance, on regarde juste le nom du médicament. On vous sort des comprimés en fait d'une boîte et on vous dit combien vous en voulez. Et donc, moi, je prends un certain nombre de comprimés et je leur demande le prix. Et en fait, il me dit l'équivalent de 1 euro. Je pense que j'ai mal compris. Donc, je lui donne l'équivalent d'un billet de 8 euros à peu près. Et il me rend 7 euros. Donc, oui, c'était bien 1 euro. Et en fait, des médicaments qu'on peut trouver en Europe qui nous auraient coûté, je sais pas, 30 ou 40 euros, eux, ça coûte vraiment très peu cher et c'est vraiment des médicaments qui sont officiels, faits par les mêmes labos pharmaceutiques et autres. Donc voilà, c'était juste vraiment surprenant. Mais ouais, ils vérifient vraiment pas les ordonnances, c'est pas du tout leur manière de faire. Et du coup, vous pouvez arriver à trouver comme ça des médocs si jamais vous êtes malade de manière assez simple. Et on avait l'impression vraiment que c'était une épicerie, le truc, hein. Un petit vieux devant avec son petit bouquin. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est vraiment ça, c'est un peu, bah, je veux une tablette de beurre, deux comprimés de ça, et puis une bouteille d'eau. Voilà, c'est vraiment clairement ça. Après, nous, pour la partie justement, tout ce qui est eau, on a des gourdes filtrantes, donc ça nous a vraiment aidé, mais on a quand même acheté des bouteilles d'eau à côté, parce que c'est quand même plus simple Parce pour que, travailler. ouais, il faut savoir que même l'eau qui est filtrée a un goût très salé. Ça dépend de l'eau qu'on va filtrer, mais des fois, c'est impossible de la boire. Enfin, c'est vraiment C'est en pas termes de bon du goût, c'est tout. que d'un point de vue sanitaire, elle est bonne, vous pouvez l'avoir, vous serez pas malade, mais en termes de goût, elle est juste immonde en fait, Mm, donc il y a pas bien le choix. voilà. Après, sur les aspects météo, on a eu de la chance parce que sur les 27 jours où on était, on a eu un jour de pluie qui était le jour au Taj Mahal. Tout le reste, on a eu un temps magnifique. Il faisait plus froid la nuit, mais globalement, en journée, on devait avoir entre 16 et 20 degrés, donc super agréable, très peu de vent. Donc c'était vraiment juste génial. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les catégories. On va essayer de conclure sur cette vidéo parce que je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais pour un bilan, ça commence à faire déjà beaucoup de choses. Et je pense que le mot vraiment pour qualifier l'Inde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adorent et qui détestent l'Inde, c'est en fait que le meilleur mot pour qualifier l'Inde, c'est le mot intense. Parce que tout est intense. Le pire comme le meilleur, comme on l'a dit, il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont moins bien. Et en fait, quand je vous dis que c'est intense, c'est qu'en fait, si on prend pour les 5 sens, ça vous saisit les 5 sens. Que ça soit Louis par exemple, où vous avez des belles musiques qui sont rythmées, vous avez des gens qui sont vraiment qui dansent en permanence, qui sont à fond sur ces éléments-là, et nous on l'a vu hein, avec notre chauffeur, il adorait la musique indienne, et vraiment il y a La une musique vraie à fond, en culture plus. avec la musique à fond, c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Par contre, à côté de ça, il y a un bruit qui est permanent, les gens ils klaxonnent en permanence, ils parlent fort, ça circule, il y a du monde, c'est extrêmement bruyant, et du coup, ça en devient fatigant en fait, à force d'avoir du bruit permanent autour de vous. Après, si on prend par exemple ne serait-ce que pour la vue, vous avez des paysages qui sont magnifiques, vous avez des temples qui sont magnifiques, et à côté de ça, vous avez une pauvreté qui est extrême à certains endroits, euh, avec des animaux qui peuvent être mieux traités que les humains, et ça peut être vraiment choquant, on va dire, au premier abord. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment, vous allez être
émerveillé et comme vous pouvez être vraiment surpris de voir certaines choses, certains déchets en quantité astronomique qui sont par terre. Si on parle de l'odorat, vous avez des arômes, vous avez des épices qui sentent extrêmement bons, qui sont extrêmement agréables. Et à côté de ça, vous avez des odeurs qui sont nauséabondes parce qu'ils font brûler du plastique dans la rue Les bousses de vache et les aussi. bousses de vache pour essayer de, J'ai ça le maire, c'est une horreur. de limiter un peu la quantité de déchets qui peut traîner parce qu'il y en a de partout et même dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Il n'y a pas de poubelle, il y a l'impression qu'il n'y a pas de recyclage. C'est compliqué sur cet aspect-là, ouais. Et si on prend le goût, vous avez des plats qui sont remplis de différentes saveurs avec des arômes, avec vraiment des éléments qui sont extrêmement bons, avec des choses qui sont très sucrées, avec des choses qui sont salées, avec des choses avec plein de goûts, d'amertume et autres différents. Et à côté de ça, vous avez des plats qui sont immangeables tellement ils vous brûlent la bouche et ils vous brûlent l'estomac en fait. Ça vous décape toutes les papilles que vous pouvez avoir en fait. Donc c'est juste terrible. Et si on parle du toucher, vous avez des objets qui sont d'une qualité incroyable, du marbre blanc, vous avez des pierres précieuses, vous avez des pierres semi-précieuses. Et à côté de ça, vous avez une poussière que vous allez avoir sur vos mains en permanence dès que vous allez toucher le moindre objet dans la rue. Parce qu'il y a de la poussière, il y a de la pollution, il y a tous ces éléments-là. Donc voilà, c'est un voyage qui pour nous qui était extrêmement intéressant, extrêmement intense, qui nous a permis de nous remettre en question, je pense, sur certaines choses, qui nous a permis de partir beaucoup plus serein maintenant sur les autres pays qu'on va pouvoir visiter et de pouvoir découvrir. On a fait pour moi qu'une toute partie de l'Inde et il reste encore beaucoup de choses à découvrir parce que la culture du Nord et la culture du Sud est complètement différente. Et donc je pense que la meilleure chose si on peut vous conseiller de partir en Inde, c'est d'éviter de rester dans les grosses villes. Prenez plus de temps dans les petites villes, vous allez découvrir des gens qui sont en général beaucoup plus abordables, beaucoup plus gentils et avec une culture qui va être beaucoup plus sympathique. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo de voyage. Salut à tous!